Hey, salut la team, c'est Jérémy, on se retrouve dans ce podcast, ça fait ultra plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. J'espère que je t'ai manqué, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, pose aussi une question, peut-être que ça sera au menu du prochain podcast. Je sais que seuls les vrais regardent les podcasts, pour autant aujourd'hui, eh bien, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler d'entrepreneuriat et surtout sur le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, de commencer à créer une boîte, commencer à créer un projet, à faire de l'immobilier. Bref, entrepreneuriat, c'est un grand mot. Entrepreneur, quand est-ce que tu es entrepreneur? Est-ce que c'est quand est-ce que tu fais quelque chose? Si tu fais de l'immobilier, est-ce que tu es un entrepreneur ou pas? Ou alors, est-ce que c'est le fait de créer une boîte qui pèse 100 milliards, alias Elon Musk, pardon. Enfin, chacun aura sa propre définition d'entrepreneur. Pour autant, j'estime que quand tu commences à entreprendre, à faire quelque chose, à, je sais pas, monter un business en ligne, commencer à faire de l'immobilier, commencer à mettre en place un blog qui fonctionne, un site web où tu vas vendre des fringues, peut-être des caleçons kangourous ou canards, on n'en sait rien, eh bien, tu es certainement entrepreneur. Après, évidemment, il y a plusieurs niveaux d'entrepreneur. Tu n'es pas, moi je ne suis pas pareil que Bill Gates. Sinon, je sais pas si je serais là encore à te faire un podcast, et encore peut-être que si, à la différence que d'être dans mon bureau un dimanche. Je serai peut-être dans mon bureau toujours un dimanche, mais en face de l'océan avec mon hélicoptère qui m'attend pour partir au meeting. Bref, aujourd'hui, on va parler sur le fait de lancer sa boîte, de lancer quelque chose, de devenir entrepreneur. Parce que, on le voit en France, généralement, on crée son entreprise autour de 30-35 ans. Et aujourd'hui, je sais que dans la communauté que j'ai mis en place sur Discord, si t'es pas sur Discord, je t'inviterai à nous rejoindre parce que tu vas voir qu'il se passe 2-3 trucs. On répond à pas mal de questions et on a une thématique générale autour de l'entrepreneuriat, du business, l'investissement, la bourse. Donc ça pourrait t'intéresser. Mais globalement, en France, ce qui se passe, c'est que les gens qui lancent leur boîte le font aux alentours de 30-35 ans. Alors, encore une fois, moi, par exemple, j'ai plusieurs boîtes parce que voilà, il y a des numéros de sirène. Pour autant, j'ai pas d'employés. Donc, est-ce que je suis entrepreneur ou pas? À toi de le décider. Pour autant, je sais que dans la communauté, il y a quand même beaucoup de jeunes qui écoutent, qui veulent pas forcément aller travailler en entreprise, avoir un CDI, faire métro boulot dodo. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans de l'immobilier locatif, faire de la bourse, créer un projet, monter une chaîne YouTube, faire une chaîne TikTok. Bref, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui permettent de se lancer dans un projet, lucratif ou pas. À savoir qu'au début, quand tu te lances, c'est compliqué. Bien sûr, il y a des personnes qui réussissent vite, mais va falloir partir du principe que ça sera pas vraiment le cas pour toi. Ça évitera déjà d'être un petit peu trop enthousiaste, on va dire, sur le fait de récupérer rapidement de l'argent parce que techniquement, ça sera pas le cas. Sinon, ça se saurait. Sinon, tout le monde serait entrepreneur s'il suffisait de lancer son programme de formation sur comment planter des clous et que ça te rapporte 200 000 euros par mois. Je pense que tu as compris que beaucoup de monde le ferait et que personne n'irait s'emmerder dans un CDI ou à aller laver des tables de restaurant. Ça, c'est une certitude. Pour autant, la plupart du temps, les gens n'osent pas se lancer au début parce qu'il y a la peur générale qui va alimenter un petit peu tes idées. Et ça, c'est jamais très bon. Il peut y avoir également un manque de motivation. Alors ça, tu vois, par exemple, maintenant que j'en parle, manque de motivation. J'ai jamais vraiment compris comment tu peux avoir un manque de motivation. C'est comme si je te dis, est-ce que une villa au bord de la mer,
vue sur océan ou alors, je sais pas, dans le Var, avec deux, trois belles voitures. Et du coup, tu vas forcément avoir des jolies filles autour de toi. Tu vas fréquenter des super restaurants. Tu vas pouvoir te faire plaisir avec de la bouffe, des sorties, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te motive? Est-ce que concrètement, être riche, c'est quelque chose où tu as besoin de motivation? Eh bien, il faut croire que pour certains, oui. Moi, je te cache pas que la motivation, rien que d'y penser, plus par rapport à l'argent, enfin, en tout cas, la liberté plus que par rapport à l'argent. Mais j'ai pas forcément besoin de motivation. Moi, par contre, me dire que demain, je vais aller travailler toute ma vie en CDI dans une boîte où je vais rentrer à 1005 et où je vais ressortir à 3000 dans le meilleur des cas, avec une retraite à 1600 balles et être un petit peu bloqué en mode bah t'es chez toi, tu peux faire un ou deux restos par mois et peut-être partir un week-end en vacances et après au niveau finance c'est chaud. Bah ça tu vois, ça me motive absolument pas du tout mon pote. Donc quelque part j'ai envie de te dire, je sais que j'ai pas le choix. La vie que j'aspire, eh bien va falloir faire en sorte et se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Et d'ailleurs en parlant d'objectifs, eh bien, parlons-en, tiens, parce que les objectifs, c'est quand même important. Je pense que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est jamais vraiment par hasard, même si, oui, tu peux arriver à faire des énormes sociétés et sans vraiment le vouloir, parce que, bah voilà, t'es tombé sur le bon truc au bon moment, toutes les étoiles sont alignées, tu fais une boîte énorme, bref, ça arrive. Et même, je te dirais, celui qui aujourd'hui me dit, moi, je fais le prochain Microsoft et ma société dans 30 ans pèse 1000 milliards de dollars. J'ai envie de te dire, mon pote, redescends sur Terre parce que la plupart de ceux qui sont arrivés, au début, c'était pas du tout leur objectif. Peut-être Bill Gates qui, à un moment donné, j'ai cru entendre eh bien, que quand il a compris que on était numéro 1 quand on avait le plus d'argent et où il s'est dit ok bah je vais faire en sorte de faire le plus d'argent, mais sinon même si tu le veux des fois tu sais le fait de le vouloir ça suffira pas. Pour autant le manque de motivation comme je te l'ai dit ça c'est un truc que j'ai jamais vraiment compris. Aujourd'hui un jeune ou pas hein, une personne 30-35 ans quand je leur demande et pourtant la plupart des gens c'est ça hein, mais quand je leur dis mais pourquoi tu fais pas un projet? Pourquoi tu mets pas en place des actions? Pourquoi je sais pas, tu crées pas un site web? Pourquoi tu crées pas une marque? Pourquoi tu crées pas un produit? Pourquoi tu vends pas sous forme de service de la connaissance, de l'expérience? Tu sais, la réponse t'as ouais, la flemme. Ouais, franchement, j'ai pas envie, Jérémy. Moi, ça me saoule, moi, j'ai pas que ça à faire mes week-ends, tu comprends. Samedi soir, j'ai apéro chez les copains. Il y aura plein de monde, ça va être cool et tout. Toi, t'es dans ton bureau, tu profites pas. Ouais, tu profites pas de ta vie. Ça, c'est typiquement le genre de truc que j'ai déjà entendu. Comme quoi que je profitais pas de ma vie. Pourtant, je suis arrivé à un stade de bonheur, tu vois, je suis genre ultra content de ma situation. Chez moi, je suis équipé comme un porte-avions. J'ai tout ce que je veux. Ordinateur, télé OLED, MacBook, micro, dernier cri. Bref, j'ai tout ce que je veux. Par contre, oui, j'ai pas encore les 12 supercars dans le garage, mais c'est pas grave. Je veux dire ça, je suis assez persuadé d'une chose, c'est que, un petit peu comme quelque chose que tu as toujours désiré, voilà, tu veux le dernier iPhone, t'arrives pas à te l'acheter, et puis un jour tu l'as, et pendant toute la période où tu as attendu cet iPhone ou ce produit, tu as été hypé de ouf, rien que le fait d'y penser le matin, ça te mettait la pêche, et puis ça y est, tu l'as, t'es super content, et puis 3 jours après, c'est normal. La situation est devenue normale, c'est-à-dire que le standard que tu t'étais fixé avant de l'avoir est devenu la normalité. Et du coup, tu ne te lèves plus le matin en te disant « Je suis super heureux, j'ai le dernier téléphone ». Bon là, je t'ai donné l'exemple d'un téléphone, mais cet exemple-là, j'aurais pu le prendre sur n'importe quel type de produit au sens matériel. J'estime que à partir du moment où tu as un toit sur la tête, que tu as la chance d'être dans un endroit où tu te sens bien, qui t'inspire confiance, où tu as des idées. Moi là, tu vois, on est dimanche 29 octobre 2023. Je suis dans mon bureau, c'est 16h. Je suis au chaud.
Je suis en train d'écouter de la petite musique pendant que je te fais ce podcast. Je pourrais faire autre chose, mais honnêtement, ça me fait ultra plaisir. J'adore l'ambiance chill avec les lampes, etc. Franchement, il m'en faut pas plus, entre guillemets, même si j'irai toujours chercher à avoir plus. Mais sur le côté, on va dire bien-être moral, etc., je suis quand même relativement confiant et conscient sur le fait que eh bien, je suis arrivé à un stade où je pourrais rester comme ça et franchement, ça irait. Après, le truc, moi, c'est que j'ai besoin d'aller plus loin. J'ai besoin, peut-être, je sais pas si c'est le fait de se prouver à soi-même ou le fait de me dire, allez, Jérém, tu peux le faire et j'ai envie d'être sûr de pouvoir le faire. Parce que c'est bien beau de se dire, ah non, mais moi aussi, je peux créer une boîte à 1 milliard. Il y a quand même une différence entre celui qui le dit et celui qui le dit et qui en plus le fait. Ça, c'est une certitude. Mais moi, je le fais pas pour prouver aux autres que j'ai raison ou pour avoir l'impression d'être meilleur que les autres. Absolument pas. Je le fais dans un premier temps pour essayer d'avoir la liberté que j'ai toujours rêvé d'avoir et je pense que tout le monde rêve d'avoir la liberté. Donc, s'il y avait par exemple, eh bien, une seule motivation sans non plus partir dans oui, mais regarde, tu vas pouvoir te payer une Ferrari ou tu vas pouvoir faire un tour du monde ou tu vas pouvoir voyager tous les mois, ne serait-ce que pour ta liberté, la liberté de ne pas avoir à travailler 8 heures par jour, 5 jours sur 7 pendant 40 ans. Je veux dire, à quel moment tu as besoin de motivation pour faire un projet ou pour mettre en place les actions qui vont te permettre d'arriver à ce stade-là. Donc, la première des choses, c'était la motivation. Je pense qu'aujourd'hui, j'estime, et pourtant je sais que c'est pas vrai parce que sinon ça serait trop facile, mais je pense que si c'est une question de motivation, c'est que tu t'es pas posé les bonnes questions. Ou alors que ton cerveau est pas câblé comme le mien. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas forcément besoin de motivation. Je me rappelle avec mon associé quand on était dans la poussière en train de rénover un immeuble, que j'étais sur une échelle à 4 mètres de haut avec de la laine de verre sur la tête en train d'essayer de bloquer des suspentes pour accrocher tout ça et que y avait des gens autour qui me disaient putain, franchement les gars, oh là là, vous êtes motivés, hein. Vous êtes vraiment motivés. Moi je me souviens que je me disais mais pourquoi? Genre ça va nous prendre 18 mois et au bout de 18 mois on a 5 ou 600 euros de cash flow en plus. Je veux dire c'est pas pour les 3 ou 4 mois après, hein, c'est pour tout le temps de la détention du bâtiment, quoi. À quel moment t'as besoin de motivation? Donc, mais bon, visiblement, il y en a qui en avaient besoin. Pour autant, eh bien, la motivation, quand tu l'as, et je sais que parmi ceux qui m'écoutent, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même ultra déterminées, qui mettent en place les actions, en tout cas, qui vont essayer de faire en sorte de mettre en place les actions qui vont les amener vers leur objectif. Mais le fait de le vouloir sans passer à l'action, ça ne suffira pas. Moi, c'est vrai que la question du comment je peux faire, voilà, Jérém, j'ai envie d'être entrepreneur, je te suis sur YouTube, j'adore tes vidéos, j'ai envie de faire comme toi. L'autre jour, il y a une de mes voisines qui m'a dit que son fils était tombé sur mes vidéos, qu'il avait regardé ma chaîne et du coup, il avait envie de faire comme moi. Alors du coup, ça touche. Forcément, ça touche parce que je sais que peut-être que même il m'écoutera. Donc, si tu m'écoutes, salut, tu te reconnaîtras. Mais la motivation quand t'es jeune et la détermination, c'est quelque chose, une fois que tu l'as, tu vas commencer à te former, à regarder des vidéos, etc. Mais pour autant, ça suffira pas si ça reste uniquement au stade de détermination, de motivation sur le fait de vraiment le vouloir sans passer à l'action. Malheureusement, le fait de vouloir quelque chose, ça n'a jamais fait en sorte que ça arrive. Il faut et le vouloir et faire en sorte que ça arrive. Et c'est ça qui est compliqué. Moi, par exemple, demain, j'ai envie d'être milliardaire. Qui n'a pas envie d'être milliardaire? Mais est-ce que tu vas faire ce qu'il faut pour le devenir? Et ça, c'est encore une autre histoire. Bon, j'ai fait exprès d'extrapoler sur le milliard parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas vraiment par hasard. Déjà, on peut placer la barre à 1 million d'euros. Aujourd'hui, quelqu'un qui attaque un business, qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui monte une boîte, qui trouve un projet, bref, qui fait quelque chose,
Eh bien, obtenir 1 million d'euros de patrimoine sur toute sa vie, c'est quelque chose qui n'est pas fondamentalement très compliqué à faire, même si peut-être que ça va te choquer si je te dis ça aujourd'hui. Et tu pourrais me dire, ah, mais toi, tu es bien placé pour le dire, t'as même pas fait encore 1 million de patrimoine net, et c'est vrai. Mais pour autant, je sais que si j'ai pas malheureusement un problème de santé avant, techniquement, avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, la mise en place de l'immobilier que j'ai déjà personnellement, même si j'ai des crédits dessus, plus l'inertie que je suis en train de mettre dans l'investissement boursier, eh bien, c'est qu'une question de temps. Et même, j'ai calculé, dans moins de 10 ans, je suis millionnaire en net si je restais uniquement au stade où j'en suis aujourd'hui avec l'inertie que j'ai en cours. Bien sûr, je vais pas rester comme ça. Tu t'imagines bien que je m'amuse pas à te faire des vidéos YouTube, à monter une chaîne YouTube, à mettre en place des formations pour peanuts. Même si, encore une fois, l'autre fois, je me suis posé la question, je me suis dit, admettons que je sois 100% libre de mon temps toute la journée et que j'ai tous mes projets qui tournent et que j'ai besoin de m'occuper de rien, ce qui n'arrivera jamais. Mais globalement, je m'étais mis dans la situation du, je suis chez moi et j'ai du temps. Qu'est-ce que je ferais? Eh bien, en fait, je ferais des vidéos YouTube, exactement comme je fais maintenant. Même si YouTube ne rémunérait pas les créateurs de contenu, je pense que je ferai des vidéos YouTube. Pourquoi? Parce que partager des connaissances, de l'expérience et avoir un côté où tu fais avancer quand même les choses, que tu contribues au partage de connaissances, bah, c'est quelque chose qui fondamentalement est gratifiant. Moi, quand je fais des vidéos et que je vois des personnes qui me disent en commentaire du style ta vidéo m'a aidé, grâce à toi, j'ai réussi à faire ci ou ça, ou alors je suis passé à l'action, je suis motivé. C'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Un truc que j'avais sous-estimé au début, c'est le nombre de personnes qui ont commencé à ouvrir leur PEA suite au visionnage de mes vidéos. J'aurais jamais pensé, et ça m'a fait un double effet qui se coule. Le premier qui a été de me dire c'est incroyable, ça veut dire que les gens me font quand même confiance. Moi, Jérémy Sensei, retail dans sa chambre, qui attaque YouTube que personne ne connaît, eh bien, ces gens-là me font confiance. Bon, j'ai tendance à me dire que peut-être que mon discours et ma façon de parler n'y est pas pour rien, mais ça fait relativement plaisir. Et en même temps, bah, j'ai eu l'autre côté, l'autre effet qui se coule, tu sais, le deuxième un peu plus désagréable, à me dire que ah oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui me font confiance. Faut peut-être pas que je déconne et il faut peut-être pas que je dise de conneries. Donc ça, c'est le deuxième truc. Pour autant, je me fais pas trop de soucis parce que je suis le plus sincère possible. J'espère que ça se ressent. J'essaie de t'apporter le maximum de valeur au travers des vidéos, même si bah, c'est un peu compliqué parce que tu sais pas trop comment t'y prendre des fois. Et c'est pour ça que deux fois, bah, un podcast comme aujourd'hui, en mode ultra chill, je suis là, j'appuie sur le bouton record, j'ai une copine qui m'a donné une idée et c'est parti quoi. Je n'ai pas préparé le podcast, tout ce que je te dis là, c'est pas scripté, je m'en fous. Je suis dans ma chambre avec mon thé, avec mon ordi, avec ma musique, le micro devant et je te raconte un petit peu les choses comme ça vient. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Enfin moi je sais pas toi, mais moi je sais que quand c'est trop robotique, ça donne trop l'impression d'être lu sur un prompteur, etc. Ça me saoule. J'adore le côté podcast pour justement, comme si on discutait en train de marcher, tu vois, on est en train de marcher, une balade en été, et t'es avec moi, et moi je te raconte comment ça se passe dans ma tête, et je te l'explique à l'oral. C'est exactement ce que j'essaye de faire avec ces podcasts, pour que toi aussi, bah, si tu m'écoutes, tu te sentes peut-être un peu moins seul. Parce que c'est vrai que une des choses qui va se passer quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, surtout au début et même après, c'est déjà quand tu vas commencer à annoncer la couleur aux gens, à tes parents, tes frères, tes sœurs, ta famille, tes copains. Si tu commences à leur dire, tiens, j'ai envie de faire de l'immobilier, j'ai envie d'acheter de l'immobilier locatif parce que j'ai vu un mec sur Internet qui en parlait et j'ai trouvé ça sympa, eh bien, tu vas avoir déjà tous les sons de cloche entre celui qui va te dire « Ouais, non mais moi j'ai vu, c'est n'importe quoi, j'ai mon oncle, il a fait ça, les locataires ont pas payé, ils ont tout pété chez lui, il a perdu des sous, il s'est mis dans la merde, etc. » Donc tu auras cette catégorie de personnes-là.
Ensuite, tu vas avoir la catégorie des gens qui auront peur pour toi, alias tes parents peut-être, en te disant mais t'es sûr et tout, oh, mais tu vas acheter un immeuble, mais ah là 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 là, mais attends, mais tu vas te mettre dans la merde et tout, mais imagine les gens payent pas et tout, ça sera systématiquement les sons de cloche que tu vas avoir. Et je pense que de manière assez naturelle, les gens qui commencent à faire de l'entrepreneuriat un peu de leur côté, s'il n'y a pas des gens autour pour les motiver, pour discuter, etc., eh bien, vont se renfermer un peu dans leur bulle, exactement comme j'ai pu le faire. Bon, moi, je l'ai fait de manière volontaire. J'ai eu de la chance parce que ma famille a toujours cru en moi. Ils m'ont toujours soutenu. Ils n'ont jamais trop douté, même si je pense qu'il y a quand même eu un petit peu de peur. Surtout qu'au début, moi, je suis arrivé en mode tiens, Jérém, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu racontes? Bah écoutez, j'ai acheté un immeuble. Voilà. Là, je t'ai résumé la discussion, repas de famille du week-end, en mode bah en fait, ça faisait des mois que j'étais dessus et bah je l'ai annoncé un peu comme ça parce que tu sais, t'as toujours le côté quand tu commences à annoncer que tu veux faire ci, que tu veux faire ça. Si jamais ça n'aboutit pas, tu passes un peu pour un con et tu perds un peu de crédibilité aux yeux des autres. Et ça, c'est un peu bof. Et les autres, tiens, parlons-en un peu. Les autres, l'effet de mouton, l'effet de foule, la pression sociale, tout ça, tout ce qui fait que tu peux changer d'avis ou que tu peux ne pas réaliser un projet qui aurait pu être grandiose et changer ta vie parce que les autres ont décidé que c'était trop chiant et trop risqué et que ça allait être trop gros pour toi. Alors ça, putain, j'ai envie de te dire, comment ça me saoule, cette pression sociale. Moi, je la subis pas parce que j'en ai plus rien à foutre et depuis un sacré moment. Ce que les gens pensent, je m'en contrefous, mais genre royal. Le seul truc qui m'importe, c'est où je vais et le fait de croire en moi. Parce que crois-moi que si tu n'es pas la personne qui croit le plus en toi, eh bien, ça va poser problème. Il faut vraiment que tu crois en toi et c'est cette croyance qui fera qu'au bout d'un moment, les autres viendront te demander des conseils. Mais au début, t'attends surtout pas à avoir de l'encouragement, le fait que les gens veuillent t'aider gratuitement et de bon cœur, etc. Ça sera pas trop le cas. La pression sociale, tu sais, c'est un petit peu comme l'expérience que tu as certainement déjà vue, entendue. Enfin, moi, ça m'a toujours fait halluciner. Tu sais, le genre d'expérience où tu prends une vingtaine de personnes, tu les mets dans une salle. Là, parmi les 20 personnes, tu as un mec qui n'est pas au courant que c'est une expérience. Tu as 19 complices. Et tu as un professeur qui arrive, qui lui aussi est complice, qui est au tableau, tu vois, il a un micro, le cours commence et au bout d'un moment, il va poser une question, mais d'une débilité genre absolue, du style qui sait combien fait 2 plus 3 et il va donner des réponses en disant qui pense que ça fait 6? Là, personne lève la main. Qui pense que ça fait 4? Et là, tu as tout le monde qui lève la main, sauf le mec qui n'est pas au courant que c'est une expérience sociale. Donc là, tu vas avoir 2 cas de figure et je crois que les statistiques ont montré que plus de 50% des gens vont lever la main parce que les autres ont levé la main et tu as la pression sociale en mode ou putain, je pensais que ça faisait 5, mais il y a peut-être un truc, j'ai peut-être mal compris, à se donner de fausses excuses alors qu'en fait c'est totalement trivial. Tout le monde sait que 2 plus 3 ça fait 5. Et pourtant, il y en a qui vont quand même lever la main et ça concerne, en tout cas de mémoire, ça concernait une personne sur 2. Donc, si jamais sur une expérience aussi simple et bête et triviale que ça, il y a une personne sur 2 qui arrive à changer d'avis, imagine-toi sur des choses un petit peu plus compliquées, style entrepreneuriat, le fait de se lancer, le fait de monter sa boîte, le fait d'investir dans de l'immobilier, toutes les personnes qui ont entendu Jean-Kévin au bar PMU du coin, à moitié bourré avec 2 grammes, te dire ouais, moi j'ai un cousin, il a fait de l'immobilier, il a eu des problèmes. Et toi, derrière, t'es pas trop sûr et tu dis oh là là, ça je suis découragé, vas-y, j'y vais pas. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui en France, je crois que t'as quelque chose comme 2 millions de millionnaires, donc ça fait globalement une personne sur 50, un truc comme ça. Peut-être un peu moins, mais globalement, on va dire que tu as 1 million de millionnaires. La plupart le sont parce qu'ils ont de l'immobilier, parce qu'il y a de l'héritage en patrimoine immobilier. Bref, l'immobilier, c'est quelque chose
qui peut te rendre assez riche. On va pas se mentir, même si encore une fois, la notion de richesse, quand est-ce que tu es riche, à partir de quel moment tu es considéré comme riche, c'est un autre sujet. Je veux dire, là, d'après les médias, d'après ce que tu peux entendre, tu es riche à partir du moment où tu gagnes 3 750 € net par personne. Je sais plus exactement le chiffre, mais globalement, ça avait été déduit comme ça. Moi, je trouve que ça veut rien dire parce que ça dépend où tu vis. Ça dépend ta situation. Est-ce que tu as des soucis de santé ou pas? Bref, t'as compris. 3 750 € et puis même, moi, je me considérerais comme vraiment riche le jour où je serai en liberté financière, que je n'ai pas besoin de bosser, que je peux me payer la voiture que je veux, que je peux habiter où je veux, sans trop regarder les prix. Et crois-moi que c'est pas avec 3 750 € qu'on devient riche. Donc là, c'est vrai que j'extrapole un peu. Je parlais de la pression sociale et sur le fait que les gens autour de toi, d'où le fait de bien s'entourer, on y reviendra un petit peu après, mais les gens autour de toi, bien souvent, malheureusement, vont plus te décourager que t'encourager, surtout lorsqu'il s'agira de se lancer dans un projet, faire de l'immobilier, faire de la bourse, lancer une boîte, etc. Donc c'est très important de s'entourer des bonnes personnes. Tu sais, on a toujours tendance à entendre que on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et c'est totalement vrai. Ça, c'est une certitude. Il faut pas hésiter à se faire des contacts qui sont dans le même état d'esprit, le même mindset que toi. Ça aussi, c'est important. Et puis, de toute façon, tu vas le voir. Hein, c'est un petit peu comme quand tu joues au foot, tu as ton club et puis finalement, les passionnés de foot s'entendent très bien ensemble. Et puis, ils vont faire des soirées télé, foot, bière, foot, pizza. Et puis, tout se passe bien. C'est exactement pareil dans l'investissement de manière générale. Tu vas avoir des personnes qui vont régulièrement se parler parce qu'ils aiment le domaine de l'investissement, la thématique des finances personnelles, alors que quand tu vas parler de ça à quelqu'un qui est pas du tout dans le truc, ils vont en avoir rien à foutre. C'est pas pour rien que moi je parle à pas beaucoup de personnes, mais par contre les personnes à qui je parle, je leur parle beaucoup parce que c'est la thématique que j'aime bien, c'est le domaine de l'investissement, les finances, le fait de partager des idées. Quand tu fais un investissement en bourse, tu peux partager, etc. Et puis ceux qui sont pas dans le truc et qui s'en foutent, et eux, leur seul loisir, entre guillemets, voilà, ce qu'ils aiment faire, c'est aller faire des soirées, etc. Et pourtant, je critique pas. Hein. Je suis pas en train de te dire qu'il faut plus que tu vois personne et que tu ne fasses plus aucune soirée. Jérémy Sensei, il a dit que faire des soirées et boire des bières, c'était pas un truc qu'il fallait faire. C'est pas un truc qu'il faut faire tous les soirs. Voilà. Si on veut mettre les choses au clair, c'est sûr que si tu commences à faire ça 3 fois par semaine et que tu claques 50 balles à chaque fois que tu sors, comme j'en connais certains autour de moi, ça va être très compliqué. Tu peux bien sûr faire des soirées. Moi, le premier à sortir et à parler à beaucoup de monde. Je sais que même ma copine qui est pas trop sociale, c'est un côté, voilà, c'est un peu chiant. T'as Jérém, il connaît tout le monde, il parle à tout le monde, il est invité de partout, il invite tout le monde. C'est relou, tu vois. Mais pour autant, moi, j'estime que le côté social, malgré tout ce qu'on a dit, hein, la pression sociale et tout, mais le côté social est très important. À partir du moment où autour de toi, tu vas avoir des gens qui vont, et te tirer vers le haut. Si tu trouves des mentors, c'est important d'avoir des mentors, tu vois, sans non plus partir en mode ouais, c'est ton idole, le mec il l'idolâtre et tout, genre en mode c'est son dieu, etc. Je te parle pas du tout de ça. Je te parle d'avoir des mentors inspirants qui vont et te motiver et te donner la motivation si jamais t'en manques, tu vois. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui manque pas trop de motivation. Je suis pas là à me dire oh là là, il faut encore que je fasse ça, etc. Parce que je sais qu'à chaque fois que je fais un pas en avant, ça me rapproche de mes objectifs et ça me rapproche de la situation dans laquelle j'ai envie d'être vraiment. Là, même si je suis dans une situation qui est ultra confortable, pour autant, je n'ai pas encore la liberté financière, par exemple, parce que l'avoir, ça serait directement soustraire mon salaire des sommes d'investissement que je peux mettre chaque mois et ça me bloquerait pas mal d'inertie. Donc, j'attends encore un peu, mais je suis aux portes de la liberté financière. Pour autant, si toi aussi, tu décides de te lancer et que tu as envie
eh bien, d'atteindre cette liberté financière, d'atteindre une indépendance financière tout en travaillant, de monter une boîte, etc. Ça va commencer par avoir les bonnes personnes autour de toi. Et je te dirais que tous les copains un peu toxiques, surtout s'il y a de la jalousie. Alors ça peut être ultra craignos, ça peut vraiment nuire à pas mal de choses. Mais s'il y a de la jalousie autour de toi, eh bien, je te conseillerais de te poser les bonnes questions et de faire le tri dans tes connaissances. Donc, s'entourer des bonnes personnes te permettra d'aller plus loin, d'aller plus vite. C'est toujours pareil, hein, les personnes qui sont proches de toi. Si demain, tu as quelqu'un qui te dit « Ah, tu veux faire de l'immobilier ?» Moi, j'ai déjà acheté 5 silos. Je peux t'expliquer vite fait comment ça marche, le notaire, les trucs, les machins, si toi, tu n'as jamais vu ça. Ça va être forcément ultra motivant. Et bien souvent, il y a des personnes qui transpirent la motivation, transpirent le côté ultra enthousiaste. Et quand ils vont te parler de cette chose-là, tu vas kiffer à 200% et tu vas avoir envie de faire comme eux parce que tu vois un peu les résultats. Un peu comme pas un bodybuilder, mais un mec qui va à la salle, tu vois. Tu arrives à la salle, muscu, tac, tu t'inscris, je sais pas, tu te sens pas bien dans ton corps, tu as envie de changer. Ouais, tu as envie de changer, tu as envie de te sentir plus confiant, d'être un peu mieux, un peu plus à l'aise, peut-être avec les nanas ou dans ta peau, bref. Ça dépend, encore une fois, de la motivation de base. Est-ce que c'est que t'es trop maigre? Est-ce que c'est que t'es trop gros? Est-ce que c'est purement par rapport à des filles ou des garçons? T'as envie de plaire à une fille ou plaire à un garçon? Ou est-ce que c'est tout simplement se maintenir en forme, être dans un corps qui te plaît, etc. Bref, peu importe la motivation, eh bien, quand tu vas arriver à la salle, si tu sais pas trop, tu vas passer à côté d'un gars qui est, lui, voilà, il est sous la barre depuis des années et ça se voit physiquement. Il est taillé, le mec est saillant, tu vois, des gros pecs, des abdos, vraiment biceps, triceps, saillants, etc. Et toi, tu te dis, putain, c'est ouf, j'ai envie d'être comme ça. Et pourtant, quand tu vas aller sous la barre, tu vas pousser, tu vas congestionner un peu, tu vas ressortir, mais il va rien se passer, on va dire, sur le moment. Le lendemain, tu vas pas te retrouver de passer de 30 de tours de bras à 38 instantanément. Ça n'arrivera pas comme ça. Il va te falloir des années, il va te falloir beaucoup d'entraînement, de motivation, de discipline. Il va falloir aller à la salle régulièrement. Encore une fois, il y a beaucoup de comparaisons possibles entre le sport de haut niveau et le fait de devenir entrepreneur parce que, par exemple, pour l'exemple de la musculation, et je sais de quoi je parle, j'ai fait quand même 10 ans de musculation en salle. D'ailleurs, ça me tarde de reprendre de la muscu. J'ai jamais eu pour objectif de devenir bodybuilder, mais c'est simplement qu'à un moment donné, je me sentais vraiment trop léger. Je suis de nature ectomorphe pour ceux qui connaissent. On va dire qu'en temps normal, dans mon régime normal, je pèse pas très lourd. Je suis aux alentours des 65 kilos pour 1m75. Et c'est vrai que quand je faisais de la musculation, j'étais plus à 70 et assez sec. Pour autant, comme je te l'ai dit, entrepreneur et sportif de haut niveau, ça se ressemble un peu. C'est-à-dire que le mec va à la salle, va pousser ses poids régulièrement, des séances de 45 minutes, 1 heure, où il va bosser. Et c'est le long terme qui va faire qu'il aura des résultats. S'il va à la salle, qui pousse comme un dingue, il fait une séance de 3 heures, puis après, il y va pas pendant 5 jours, il y retourne, il se déchire complètement, etc. Finalement, il va arrêter parce que ça l'a un peu saoulé, il va reprendre au bout de 2 semaines, etc. Tu auras beaucoup moins de résultats que quelqu'un qui y va tranquillement, assez intensif, mais régulièrement, tous les 2 jours, par exemple, lundi, mercredi, vendredi, et qui va tenir le rythme sur le temps, sur la durée. Un entrepreneur, c'est exactement pareil. Si tu commences à arriver à te dire, allez, moi j'ai vu les vidéos de n'importe qui, de Jérémy Sensei, de Tammy Cabage, bref, j'ai vu des vidéos de n'importe quel entrepreneur, vidéo motivation, genre je suis surmotivé, et là tu passes ton week-end, tu te lèves à 6h30, t'attaques, tu commences à poser tes trucs sur un papier, et puis t'es motivé de ouf, et puis que ça dure 1 semaine, t'arriveras jamais à tenir sur la longueur comme ça. Il va falloir vraiment te mettre dans une position l'entrepreneuriat, au même titre que le sport, c'est du long terme. Si tu as envie d'avoir des vrais résultats, et là je te parle de vrais résultats, je te parle pas de passer de 1 500 € avec ton salaire à 1 800 € avec ton salaire, parce que ça,
concrètement, bah, tu crées une chaîne YouTube où tu achètes un seul appartement et voilà, c'est fini. Là-dessus, je veux dire, on est d'accord quand même que si tu es ici, c'est parce que tu fais partie des vraies personnes qui ont envie d'aller plus loin, motivées, qui veulent atteindre de vrais objectifs. Objectifs, il va falloir te les fixer, c'est important, mais pour atteindre ces objectifs, tu vas pas avoir le choix que de travailler régulièrement, en permanence, tout le temps, toute l'année, pendant plusieurs années. Moi, ça fait globalement depuis 2015, on va dire que 2015, ça a été l'année un peu révélation, même si j'ai attaqué un peu le business avant, vers 2013-2014. Le Bitcoin, j'en ai eu en 2013. Pourquoi ? Parce que je faisais du business sur des sites en ligne qui étaient pas très recommandables, mais voilà, on était payé en Bitcoin. En parallèle, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vendais des pièces d'or dans un jeu vidéo. C'était pas encore, c'était un peu borderline par rapport à la charte du jeu, mais j'en ai rien à foutre puisque j'y joue plus. Mais j'ai attaqué comme ça et vraiment l'année transitoire, ça a été 2015 et de 2015 jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais arrêté de travailler, de me former, d'apprendre, de regarder des vidéos YouTube, de lire des bouquins, d'écouter des podcasts, de faire des podcasts, etc. J'ai jamais arrêté. J'écoute tout ce qui est possible d'écouter. Dès que je trouve quelque chose qui pourrait m'intéresser, me renseigner, me documenter, je balance, j'écoute et franchement, je kiffe. Je kiffe le processus et je fais ça de manière régulière, exactement comme le projet de la chaîne sur YouTube. Je sors peut-être pas les vidéos tous les jeudis soirs à 8h, à 9h ou tous les dimanches comme certains font et je pense que c'est d'ailleurs très bien de le faire. Mais moi, je me suis pas mis la pression du faut absolument que je fasse ci ou que je fasse ça. Par contre, je me suis dit, je vais sortir le maximum de contenu dans le sens contenu propre, contenu intéressant qui pourra trouver son public. Et je fais ça de manière régulière depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube, exactement comme tous les projets que j'ai lancés jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut bien te préparer à ça. Lorsque tu vas commencer l'investissement, commencer l'entrepreneuriat, te lancer dans un projet, mettre en place une boîte, bref, peu importe ce que tu vas faire pour sortir de ta zone de confort et atteindre des objectifs, eh bien, il va falloir que tu le fasses régulièrement et pendant longtemps. Ça fait partie du jeu. Moi aussi, disons que je me suis pas vraiment posé la question au début quand j'ai attaqué. C'est simplement que maintenant, avec quasiment 10 ans de recul, je peux t'en parler. Pour autant, est-ce que j'ai vraiment l'impression de travailler durement ? Parfois oui et parfois non. De manière générale, je trouve que ça va. Il y a des gens qui me disaient « Mais t'as pas peur, Jérém, d'être en burn-out ? Des fois, faut relâcher la pression. » Mais en vrai, je me sens pas du tout en pression, tu vois. C'est-à-dire que je me force pas. Si j'ai pas envie de faire de vidéos YouTube, je fais pas de vidéos YouTube. Mais de manière générale, je suis assez motivé. Exactement comme là, je me suis dit, putain, ça fait longtemps, Jérém, que j'ai pas fait de podcast. Let's go. Je fais un podcast. Je prends 1h30, 2h. Je sais pas combien de temps ça va durer. Et je m'en fous. Mais je le fais. Et là-dessus, j'ai jamais vraiment eu besoin de motivation parce que je sais que chaque petit pas te ramène vers ton objectif. Et ça, c'est vraiment très cool. D'ailleurs, en parlant d'objectifs, moi, je te conseille au début d'avoir des objectifs réalistes. Quand tu attaques, ne le dis pas forcément aux autres parce que bah, tu peux avoir des moqueries, des gens qui vont te dire « Ouais, n'importe quoi. Regarde le mec qui parle de gagner 1 million. Non, mais il est complètement fou. Ah, mais lui, mais il a trop regardé de séries sur Netflix. » Les gars, faire 1 million d'euros de patrimoine, c'est pas si compliqué que ça à l'échelle d'une vie. Je répète, faire 1 million d'euros de patrimoine, c'est pas si compliqué que ça à l'échelle d'une vie. Bien sûr, si tu me dis, demain, Jérém, l'année prochaine, il faut que tu sois à 1 million d'euros net de patrimoine. Alors, je sais comment faire. Il faudrait que je fasse une opération immobilière, un truc que j'achète 600-700K et que je revende 1,5 million avec une rénovation. Pour autant, je suis sur un secteur où eh bien, l'immobilier, ça sort pas comme ça. Les bonnes annonces, elles sortent pas comme ça et c'est assez compliqué. Donc, c'est pour ça que bah, là, en ce moment, ça traîne un peu parce que l'immobilier, c'est pas faute d'avoir sorti une vidéo aujourd'hui où je te montre que bah, c'est un peu moins facile qu'avant. Pour autant, c'est pas impossible, mais c'est vrai que là, je vais pas te mentir, je suis assez focus bourse et chaîne YouTube, le fait de développer mon branding pour pouvoir ensuite mettre en place les formations que je suis en train de créer, de produire
J'ai terminé d'ailleurs la formation sur l'investissement boursier et je suis en train de finaliser la formation sur l'investissement immobilier que tu pourras acheter. Voilà, c'était petit instant pub, j'avais pas prévu ça, mais c'est venu tout seul sur mon site. De toute façon, je t'en parlerai dès que ça sera fini. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, eh bien, au début, il va te falloir des objectifs réalistes. Donc, un objectif réaliste, par exemple, en tout cas au début, 1 million d'euros de patrimoine net, c'est ni trop gros, ni pas assez. Si demain tu me dis, moi, mon objectif, c'est 300 000 euros, eh ben, je te dis, achète-toi ta résidence principale, rembourse ton crédit et tu auras tes 300 000 euros. Mais tu verras que ça va pas changer ta vie. Il va falloir viser un peu plus gros. 1 million d'euros, c'est pas si énorme que ça, encore une fois, au bout d'une vie, même si ça reste relativement cool. Je veux dire, si demain tu as 1 million d'euros de patrimoine et que ça tourne à 10%, eh bien, ça te fera 100 000 euros par an. Si tu convertis en salaire mensuel, en revenu mensuel, avant impôt, c'est sur quelque chose comme 8 000 euros brut, donc peut-être 5 000 euros net. Ça n'en reste pas moins excellent. Pour autant, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Où est-ce que tu places la barre? Quel est ton potentiel? À quel montant estimes-tu ton potentiel? Ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser. Quel va être le chemin que tu vas prendre? Comment tu vas mettre en place les actions? Et encore, j'ai envie de te dire, au moment d'attaquer, quand tu te lances, parce que si tu m'écoutes sur ma chaîne, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer, qui ont envie de faire de l'immobilier, de créer, mais qui savent pas trop par où commencer. Je te rassure tout de suite, t'as pas besoin de savoir exactement point par point comment ça va se passer, parce que même je te dirais, même si demain tu me dis, regarde Jérém, j'ai mon plan parfait, il est détaillé, c'est un plan sur 25 ans avec étape par étape, je t'arrête tout de suite, ça c'est complètement bullshit. Tu n'arriveras jamais à tenir un plan en détail. Tu peux tenir un plan sur les grandes lignes, mais sur le détail, tu sais jamais ce qui peut se passer entre les opportunités, les contacts potentiels, les personnes que tu vas rencontrer, les problèmes de santé que tu peux avoir. Malheureusement, tu sais pas trop ce qui peut se passer, problèmes de famille, etc. Tu peux pas trop savoir comment ça va se passer. Moi, au début, quand j'ai fait de l'immobilier, et je te cache pas que je m'étais dit, je vais m'acheter un petit appartement. Si je peux le rénover et si je peux le payer pour ma retraite, eh bien, si j'ai 1000 euros de retraite et que le truc se loue 400 balles, je serai à 1400, ça sera toujours mieux que 1000. J'ai vraiment attaqué comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai fait de la bourse un peu par obligation. Pourquoi par obligation? Parce que sur les business sur lesquels j'étais à l'époque, ceux pas très recommandables, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était des business de merde, des Ponzi. C'était très borderline. Sur certains, on gagnait très gros. On a fait du x100 sur des business en l'espace de 3 jours, mais la plupart du temps, tu perdais tout. Et la résultante a fait que au bout de 6 ou 8 mois, eh bien, on était à moins 10 000 euros avec mon associé à ce moment-là, parce qu'on faisait encore une fois les business ensemble. On avait perdu beaucoup de pognon. Et je me suis dit, moi, j'en ai marre de me faire arnaquer par les administrateurs de sites, parce que globalement, c'est ce qui se passait. Les mecs partaient avec la caisse. Le site, t'arrivais, tu te connectais, et c'était écrit que le site n'existait plus. Et je me suis dit, moi, je veux quelque chose de safe. Et pour ça, j'ai ouvert un PEA et j'ai commencé à m'initier à la bourse et à faire de l'investissement boursier. Et c'est comme ça que les choses sont venues. Encore une fois, c'était pas quelque chose que j'avais prémédité au départ. J'étais un peu, on va dire, inconscient de tout ça, à la différence de toi peut-être qui m'écoute aujourd'hui. Eh bien, je vais pas spécialement regarder des vidéos sur YouTube, sur le business, l'entrepreneuriat, la lecture de livres, etc. J'étais un peu ignorant de tout ça. J'ai commencé simplement à attaquer comme n'importe qui attaquait à l'époque sans avoir forcément de vidéos à regarder. Donc ça, c'est le gros avantage que tu as sur moi, c'est que tu peux gagner beaucoup de temps en regardant des vidéos, en te formant, en achetant des formations, contrairement à ce qu'on croit. Et je parle même pas que de mes formations à moi, mais des formations de manière générale de gens sérieux qui ont prouvé que c'était des gens sérieux. Tu ne perdras pas ton argent à acheter des formations, par exemple, en lisant des bouquins, en regardant des vidéos, en discutant avec des gens sur des communautés, etc. Donc ça, tu gagnes beaucoup, beaucoup de temps parce que tu peux savoir un peu ce qui marche et ce qui marche pas. Tu peux éviter certains pièges du départ. Voilà, quand tu fais de l'immobilier, il y a des pièges évidents dans lesquels il faut pas tomber.
Quand tu fais de la bourse, c'est pareil. D'ailleurs, en parlant de bourse, on peut s'arrêter 2 secondes sur le sujet parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde sur ma chaîne de par les vues sur les vidéos bourse, mais on va parler de bourse et aussi de pression sociale. Tu sais ce que je te parlais tout à l'heure, l'effet moutonnage sur lequel il faut essayer au maximum d'éviter ça. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est que la bourse, ça dévisse. Tu sais, la bourse est en train de se casser un peu la gueule, les cours baissent, les actions prennent pour certaines du moins 10% dans la journée. Ça a été le cas sur Google, ça a été le cas sur Sanofi, voilà, il y a des annonces, etc. Je suis rentré sur LVMH il y a quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines, je sais même plus, parce que le cours avait drastiquement baissé. Et ce sont des cycles de marché totalement normal. Là où c'est un peu moins normal, enfin c'est normal mais c'est pas normal, mais tu vas comprendre, c'est par exemple le cas typique de l'action que j'ai en portefeuille qui s'appelle Visiomed et qui est une petite capitalisation dans le domaine médical qui opère dans le Golfe, Dubaï, Abu Dhabi, etc. Et là-bas, on le sait en ce moment, octobre 2023, ça pue un peu la merde, il y a pas mal de conflits, etc. Et du coup, ça plus ça fait que, en plus de ça, la boîte n'est pas aidée avec des nouvelles qui vont pas dans le sens positif de la boîte, des trucs qui se sont passés il y a des années. Bref, vu que les gens, des fois, sont un peu con-con, ils confondent un peu tout. Et le cours se met à dégringoler salement. Tu vois, je te parle de quelque chose comme ça prend du moins 10% dans la journée et puis le lendemain, ça reprend moins 10. Et il y a un effet de panique générale qui se met en place, l'effet de foule, en mode entre ceux qui vendent parce que le cours baisse et qu'ils ont peur de perdre de l'argent et ceux qui vont configurer des stop-loss, donc c'est le fait de mettre un ordre automatique de vente même si tu n'es pas devant l'ordi pour éviter de perdre trop d'argent. Les stop-loss font que ça vend automatiquement. Le fait que ça vende va entraîner des vendeurs qui ne voulaient pas vendre, mais parce que ça vend, ils vont vendre. Bref, phénomène de panique. Ça vend en masse et le cours éclate à la baisse et va à la cave dans la journée, se retrouver avec des journées à moins 15%. Eh bien, pourquoi? Parce qu'encore une fois, phénomène de foule, l'effet moutonnage, je vends parce que les autres vendent, donc c'est peut-être ce qu'il faut faire, alors qu'en réalité, et ça a toujours été le cas, et ça a été montré par plein de gros investisseurs, notamment en bourse, le fait de vendre parce que les autres vendent, ça n'a jamais été quelque chose d'intéressant et surtout quelque chose qu'il fallait faire. Tu vends parce que les fondamentaux de la boîte ont changé. Tu vends parce que tu as changé de stratégie ou que tu as tout simplement envie de faire un arbitrage de portefeuille. Mais quand tu vends parce que les autres vendent, c'est qu'à la base, tu as acheté parce que les autres ont acheté et pas parce que tu avais des fondamentaux solides. Et là-dessus, va falloir, encore une fois, si jamais tu décides de faire de la bourse et que tu n'as pas attaqué et que tu tombes sur ce podcast et que tu trouves que c'est intéressant parce que tu es encore là après plus de 45 minutes, et je te remercie. Tu vois, c'est cool. Avec un micro comme le mien, on peut parler doucement, mais on perd en dynamisme. Et si tu vends voilà, parce que les autres vendent ou que tu achètes parce que les autres achètent, ça peut être compliqué. Il va falloir quand même que tu fasses ton étude de ton côté, que tu ailles chercher les bonnes informations. Et les bonnes informations, on va pas les chercher chez Clodo KPO au PMU du coin avec 2 bières dans le nez qui va t'expliquer que son tonton René a fait de l'immobilier et qui s'est planté. Parce que René, si tu lui parles, il aura certainement le discours du un peu cassos du mec qui a clairement fait de l'immobilier, qui a fait n'importe quoi, qui a acheté au mauvais endroit, qui a acheté trop cher, qui a fait aucune étude de marché, qui a pas mis en place un fichier de calcul pour calculer son cash flow. Bref, les gens font n'importe quoi, certains, et malheureusement, eh bien, si t'es pas très sûr sur tes appuis, tu vas peut-être penser toi aussi que l'immobilier, c'est moyen, quoi. Je veux dire, l'immobilier, bof, tu perds de l'argent. Mais je tiens à te rappeler que je pense que 60 voire 80% des millionnaires en France, et ça représente beaucoup de personnes, eh bien, le sont de par leur patrimoine immobilier. Après, ça peut aller vite. Hein. Tu habites sur Paris, tu as hérité d'un appartement, boum, 100 mètres carrés, Châtelet-Les Halles, 20 000 € le mètre carré.
appartement, 2 millions d'euros, voilà, c'est plié. Ça arrive pas à tout le monde, mais voilà, on retrouve le cas de figure chez certaines personnes. Pour autant, voilà, ces gens-là en tout cas, sont devenus millionnaires principalement grâce à l'immobilier, parce qu'en France, on a la chance, de pouvoir acheter de l'immobilier avec un effet de levier, enfin un crédit bancaire. Si tu sais pas ce que c'est que l'effet de levier, c'est le fait d'utiliser de l'argent qui n'est pas à toi pour acheter des biens immobiliers. Donc ça, c'est magique. Aujourd'hui, les conditions sont un petit peu plus strictes. Il faut des apports. On peut emprunter moins d'argent. L'argent est plus cher. Les taux d'intérêt sont remontés. Les biens immobiliers sont en train de descendre en prix parce que ça se vend moins. C'est normal. C'est un équilibrage. Il y a toujours une corrélation directe entre taux de crédit et les prix sur le marché. C'est comme ça d'ailleurs qu'on fait en sorte de ralentir l'inflation. Si tu savais pas comment on fait, on augmente les taux directeurs et l'inflation baisse, parce que sinon les prix font que monter. Donc vraiment, l'effet de foule, faudra que tu fasses gaffe. De toute façon, ça en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Il faut vraiment t'entourer des bonnes personnes à partir du moment où tu vas te lancer dans cette voie-là, dans la thématique de l'investissement, des finances personnelles, le fait d'apprendre, de te former, de parler d'argent. Tu vas voir que ça va déranger certaines personnes. Tu vas voir que il va y avoir de la jalousie. Donc tu vas vite le voir aussi au niveau de tes collègues, tes amis. Dès qu'il va y avoir de la jalousie, va falloir t'écarter, parce que sinon ça sera toxique. Et il va falloir surtout trust dans le process, c'est-à-dire croire en le process d'enrichissement, d'atteinte de ces objectifs, parce que c'est ultra important. Comment tu veux atteindre tes objectifs si tu n'y crois pas profondément? Je veux dire, le fait de pas trop croire en toi, c'était assez dur à dire. Ça peut être très destructeur, surtout sur l'accomplissement de tes objectifs. J'ai envie de te dire, c'est pas si, mais je voulais dire, si de toutes les personnes qui sont autour de toi, tu n'es pas celui qui croit le plus en toi, c'est pas très bon signe. Moi, là, aujourd'hui, j'ai aucun doute sur le fait que je vais atteindre certains de mes objectifs. Même si l'objectif, on va dire, final, on peut appeler ça, est relativement gros. On parle d'un patrimoine entre 5 et 10 millions à l'instant où je te parle. C'est gros. Ça paraît gros, et ça l'est. Parce que forcément, il n'y a pas beaucoup de monde à l'heure d'aujourd'hui qui possède un patrimoine net de 5 millions d'euros. Mais encore une fois, j'ai dans ma tête certaines stratégies, la mise en place et l'augmentation l'effet boule de neige, tout simplement, le système que j'ai mis en place, le fait d'investir de plus en plus, etc., les intérêts composés, bref, tu connais tout ça, font que au bout d'un moment, je me dis, ça sera peut-être quand j'aurai 85 ans si j'y arrive, mais ça sera certainement le cas, même si je te cache pas que, bien évidemment, j'aimerais pouvoir profiter un maximum avant d'arriver à 85 ans, et je profite déjà. Là, je fais mon podcast, je suis chez moi, dans ma chambre. Alors certes, j'ai pas encore la villa vue sur la mer, Saint-Tropez, la supercar dans le garage, mais je suis dans un appartement qui me convient parfaitement, dans lequel je me sens ultra bien. J'ai aucun souci d'ordre financier du « oulala, il y a telle facture » ou alors il y a la révision de ma voiture, ou alors « tiens, faut mettre les pneus neige, ça va coûter X euros », etc. J'ai absolument pas de pression sur ce côté-là, et ça enlève déjà un sacré stress mental. J'ai la chance de pouvoir avoir tout le matériel dont j'ai besoin, et pour travailler et pour me faire plaisir, que ce soit télé OLED, ordinateur, MacBook, micro, platine, truc, appareil photo. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut, et pour ça, je vais pas remercier le ciel, parce que c'est pas le ciel qui me l'a apporté. C'est vraiment le fait d'avoir bossé dur, d'avoir passé, comme je te l'ai dit, des dizaines d'heures à rénover, à traîner dans la poussière tous les week-ends, à rentrer le soir fatigué, à devoir aller à la douche en passant 3 fois du shampoing, tellement que j'avais les cheveux rêches. On aurait dit, tu sais, un mec avec des dreadlocks là, tellement que j'ai de poussière sur la gueule. Mais pour autant, je suis quand même bien content, parce que j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de ma vie. Et plus que les projets, je trouve que partager des vidéos, partager des connaissances, partager de l'expérience, discuter, partager, entre guillemets, partager au sens large,
c'est le truc qui me fait le plus plaisir. Tous les jours, je suis en train de discuter avec des gens sur le domaine de l'investissement de manière globale, je vais pas te mentir. Mais j'ai bien sûr d'autres passions, alias l'astronomie, les voitures, le sport, etc. Mais voilà, le fait de vraiment partager, de donner, de partager les connaissances, comme je l'ai dit, si il y avait parmi toute la communauté que j'ai, la plus jeune communauté que j'ai, et je vous remercie d'être autant, c'est plus de 5000 personnes, franchement je suis super content. S'il n'y avait que 3 personnes pour qui, eh bien, tout ce que j'ai mis en place, toutes les vidéos, eh bien, si ça pouvait les aider à changer leur situation, changer un peu leur vie, à l'atteinte de leurs objectifs, etc., eh bien, c'est mission réussie. Donc là-dessus, je suis conscient que ça peut aider certaines personnes. Moi-même, j'ai quand même des youtubeurs, des personnes que je regarde, que j'adore écouter en podcast. Tout à l'heure, j'ai écouté le podcast de Yann Darwin. C'est pour ça que je me suis dit, putain, je vais faire un podcast. Parce que s'il y a des personnes qui prennent autant de plaisir à écouter mes podcasts que ce que j'en ai à avoir écouté ceux de Yann, entre guillemets, et d'autres, hein, et ben franchement, je pense que c'est le meilleur truc que je pourrais avoir en commentaire. Donc si c'est le cas, bah hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas fait et à me le dire en commentaire. Je te cache pas que je lis tous les commentaires, ça fait ultra plaisir. Mais voilà, peu importe ton âge, à première vue, j'ai lu que la moyenne d'âge du lancement d'une boîte en France, en tout cas d'un projet de déposer, je pense, un numéro de SIRET au registre du commerce, etc., eh bien, c'est 35 ans. Donc, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas forcément d'âge en mode oui, mais moi, j'ai 38 ans, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Si tu penses que c'est trop tard, regarde juste le film Le Fondateur sur Ray Kroc. C'est celui qui a franchisé McDonald's. De mémoire, il avait 56 ou 54 ans. Bref, il avait plus de 50 ans. Et c'est pas pour ça qu'il n'est pas devenu la personne qu'il est. C'est sûr que je vais pas te mentir. Et je me suis aussi posé la question en me disant, oh, mais t'imagines si j'avais attaqué plus tôt? Putain, ça aurait été ouf et tout. Moi, j'ai attaqué à 27 ans. Imagine si j'avais attaqué à 20 ans ou 18 ans, comme certaines personnes dans la communauté, quand je discute avec eux et me disent qu'ils ont 20 ans, je me dis, mais ça aurait été ouf. J'aurais 7 ans d'avance par rapport à maintenant. Déjà que maintenant, je suis tranquille. Mais alors là, ça aurait été n'importe quoi. Mais pour autant, bah voilà, attaquer avant, il y avait peut-être moins de maturité. J'aurais peut-être fait des erreurs. Pas la même faculté de réflexion, etc. Pas la même expérience. Mais c'est pareil, je me dis, eh ben ouais, moi j'ai bénéficié par exemple de la décennie 2015-2020 quand j'ai fait de l'investissement immobilier. Les taux étaient très bas, parmi les plus bas historiques. J'ai eu de la chance de m'être intéressé sur le sujet quand les taux étaient si bas. Pour autant, eh bien, j'ai saisi toutes les opportunités qui s'offraient à moi puisqu'on a acheté des dizaines de lots avec mon associé. On est passé vraiment beaucoup de fois chez le notaire en l'espace de 5 ans. Et à côté, bah, les gens qui n'ont rien fait ou qui ont attendu, eh bien, malheureusement, c'est trop tard pour eux. Et bien sûr que je pouvais me dire, qu'imagine si j'avais attaqué en 2010 et faire toute la décennie 2010-2020 et en immobilier et en bourse, mais ça aurait été incroyable. J'aurais explosé le compteur et forcément, je serais pas dans la même situation que maintenant. Exactement pareil que quand mon collègue m'a suggéré de faire ma chaîne YouTube. C'était en 2017, je m'en souviens. C'était le moment où sa chaîne à lui commençait à exploser et m'avait dit « Mais Jérém, tu devrais faire une chaîne YouTube, partager tes connaissances, montre ce que tu fais en vidéo. » Ça le fera, franchement, il y a des gens qui seront intéressés. Et moi, je me souviens que je lui avais dit que je me sentais pas assez légitime, j'en avais pas fait assez, que c'était pas parce que j'avais acheté un immeuble que voilà, j'allais partager d'expérience, etc. Avec le recul, je me dis que en fait, j'aurais dû y aller peut-être un peu plus doucement, en ayant moins d'expérience, mais ça aurait quand même intéressé des gens qui se seraient peut-être reconnus dans ce que je fais. Aujourd'hui, quand tu débarques sur une chaîne, un gars, il a 10 millions de patrimoine et qui te dit « Alors, faut faire comme ça pour passer de 1 à 5 », alors que toi, tu es de ton côté avec tes 1500 euros de salaire, tes 5000 euros de côté sur ton livret A, tu te demandes déjà comment atteindre les 100 premiers 1000 euros. Et ça, c'est le commencement.
par où démarrer. Donc, on peut, je pense, on va dire faire pas terminer le podcast, mais parler vraiment sur la phase de démarrage, parce que là, c'est bien beau, je t'ai raconté plein de trucs, j'ai divagué un peu à droite à gauche, mais globalement, si tu dois et si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, si tu as envie de mettre en place des projets, de l'immobilier, de la bourse, même si je te conseille de faire un petit peu de tout, il va falloir que tu sois focus. Ça, c'est le premier des trucs. Il va vraiment falloir que tu sois focus, exactement comme les sportifs. Ne t'attends pas à avoir des résultats en 2 semaines, ça ne sera pas le cas. Par contre, sur une échelle de temps de 5, 6, 7 ans, si tu travailles intelligemment et si tu fais ce qu'il faut, vraiment, ça va changer ta vie. Forme-toi au maximum, ça c'est ultra important. Écoute des podcasts, regarde des vidéos, lis des bouquins, discute avec des gens, renseigne-toi. Vraiment, essaie d'en apprendre le plus possible. Et ensuite, va falloir passer à l'action. Tu peux passer à l'action progressivement, même si acheter de l'immobilier va tout de suite te faire contracter un crédit. Mais pour la bourse, tu peux rentrer doucement. Si tu mets en place un business en ligne, eh bien, il va falloir trouver l'idée. Et il va falloir aussi développer ses compétences en marketing, le fait de vendre. Là, aujourd'hui, je te cache pas que je pense qu'une des meilleures façons de vendre des produits et services, c'est d'avoir un personal branding, une chaîne YouTube, le fait que les gens te fassent confiance, parce que c'est beaucoup plus facile de vendre un produit à quelqu'un qui te fait déjà confiance parce qu'il regarde tes vidéos et qui t'aime bien, qu'une personne qui ne te connaît pas. Donc ça, c'est ce que je pense, et je pense que c'est quand même un bon reflet de la réalité. Pour autant, quand tu vas commencer, le premier palier, par exemple, des 100 000 euros, comment avoir les 100 000 euros, eh bien, ça va passer principalement, je pense, par de l'effet de levier. Tu vas soit lever des fonds, soit contracter un crédit, soit pour acheter de l'immobilier, ou alors tu vas prendre le risque d'utiliser ton épargne pour mettre en place un site web, pour acheter du stock si tu vends des produits. J'avais un collègue qui faisait ça, qui fait toujours ça, mais c'est pareil, il avait risqué pas mal d'argent personnel et s'est retrouvé à franchir cette fameuse barre des 100 000 euros. Je sais pas trop où est-ce qu'il en est maintenant, mais au début, on va dire que la première des barres, ça sera 100 000 euros, puis 500 000, puis 1 million. Mais l'essentiel, c'est de comprendre le processus d'enrichissement, parce que à partir du moment où tu es passé de 0 à 100 000, tu as déjà compris comment ça se passe, comment on fait, le fait de dépenser moins que ce que tu gagnes, et l'accroissement de patrimoine, le fait de faire grossir son patrimoine, d'acheter de l'immobilier, d'utiliser de l'argent qui ne t'appartient pas. Donc ça, c'est le crédit bancaire. Et c'est comme ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait pour faire les premiers 100 000 euros. Et honnêtement, je suis rapidement passé de 100 000 à 200 000. Je crois que j'ai dû mettre quelque chose comme 5 ou 6 ans, si on prend depuis 2010, avant que je fasse du patrimoine, pour passer à 100 000 euros. Et je suis passé de 100 000 à 200 000 euros assez rapidement, en moins d'1 an et demi. Pourquoi ? Parce qu'on a investi dans un immeuble qu'on a rénové, et la valeur intrinsèque de l'immeuble était plus de 100 000 euros. Donc forcément, ça fait des sauts sur le patrimoine. C'est comme ça qu'il va falloir que tu fasses. Et puis, petit à petit, commencer à mettre en place des business en parallèle comme je l'ai fait, immobilier, de la bourse, un DCA sur un ETF, un business en ligne, de la vente de produits, de services, de formation, de la monétisation de compétences, du coaching. Si t'es bon dans le sport, pourquoi pas faire quelque chose avec le sport, accompagner des gens dans le sport. Si t'es bon en programmation, tu peux faire, je sais pas, des feuilles Excel, n'importe quoi, mais on a forcément quelque chose à apporter aux autres. Tu sais, les autres, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont payer quelque chose parce qu'ils ont un besoin. Ils ont un besoin, et toi, tu as des compétences ou tu as un produit qui permet de combler le besoin, et du coup, ils vont te payer par rapport à ça. Et plus tu vas pouvoir toucher beaucoup de personnes, et plus tu vas être payé en conséquence. C'est exactement ce qui se passe avec Apple. Tout le monde veut et a besoin. Est-ce que c'est vraiment un besoin ou un caprice? Enfin bref, ça change pas que tout le monde veut un iPhone. Il y a beaucoup de gens qui veulent des iPhones, des MacBooks pour travailler, etc. Parce que c'est fiable, parce que c'est joli, parce que c'est Apple, parce que je suis Apple mania. J'adore avoir Apple, marque de luxe, etc. Donc il y a un petit peu tout qui rentre en ligne de compte.
Mais voilà, tout le monde se retrouve avec des produits et du coup, la société va se retrouver à faire 100 milliards de résultats nets, 100 milliards de dollars de résultats nets sur l'année parce qu'il touche absolument tout le monde. Tout le monde connaît Apple, tout le monde connaît Coca-Cola. Et toi, quand tu veux scaler, vraiment scaler, ça va pas être compliqué. T'achètes un appart, tu veux scaler, t'achètes un immeuble. T'achètes un immeuble, tu veux scaler, t'achètes un immeuble plus gros ou alors t'achètes carrément un lot d'immeubles, etc. Mais c'est toujours pareil, il va falloir lever plus de fonds, il va falloir s'associer, va falloir faire passer des dossiers au niveau de la banque, etc. Si tu veux scaler sur de la vente de services, il va falloir faire en sorte que plus de gens soient au courant que tu vends ce service ou ce produit, donc développer son personal branding. Ça sera une des meilleures solutions. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, etc. ont envie de devenir youtubeur parce que c'est un métier de rêve. Tu fais ce que tu veux, tu fais des vidéos, tu as des millions d'abonnés et tu gagnes plein d'argent, tu roules avec des super bagnoles, etc. Exactement comme on peut le voir de partout. Moi, je te cache pas qu'au début, j'ai pas fait YouTube pour tout ça. J'ai fait YouTube principalement parce que je kiffais le process de création de vidéos, etc. Et puis, je me rendais même pas compte en fait à quel point le côté financier sur YouTube était important. Bref. Mais voilà, l'avantage, c'est que tu peux toucher plus de personnes et c'est comme dans une boîte. Une boîte, tu vas augmenter la productivité. Et à un moment, tu as 24 heures dans la journée, tu peux pas te dédoubler. Tu fais quoi? Tu embauches du monde et tu te retrouves avec 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 employés. Et forcément, la productivité va se trouver augmentée proportionnellement au nombre de personnes, même si encore une fois, il y a des personnes qui seront plus ou moins efficaces que d'autres. Mais globalement, voilà, t'as pas le choix. Au début, tu vas attaquer. Il va falloir que tu trouves les projets, la voie qui t'intéresse. Peut-être que la vidéo, ça te déplaît fondamentalement parce que tu n'as pas envie qu'on voit ta gueule sur YouTube. C'est légitime. Peut-être que la bourse, c'est quelque chose qui va vraiment t'intéresser fortement ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des gros piliers aujourd'hui qui sont, on va dire, bourse, immobilier, private equity et le fait de monter sa boîte. On va dire que vraiment, ce sont des piliers et business en ligne. C'était pas private equity, excuse-moi, c'était plutôt business en ligne. Donc bourse, immobilier, monter sa boîte et business en ligne, c'est vraiment 4, on va dire, piliers qui sont très intéressants et sur lesquels tu peux largement atteindre tes objectifs financiers et du coup tes objectifs en termes de liberté financière, de sécurité, confort, tout ce que tu veux. Il suffit simplement de savoir dans lequel tu as envie d'aller. Tu peux faire les 4 comme tu peux en faire qu'un. La différence que si tu décides que de te lancer en bourse par exemple au début, ça va être quand même beaucoup plus compliqué parce que la bourse, pour faire des gros rendements, il faut être très très bon. Et qui dit gros rendement dit beaucoup de risques. C'est toujours pareil. Je pense qu'aujourd'hui, si tu as envie de faire rapidement du patrimoine, tu vas pas avoir le choix que de passer au moins par la case immobilier en faisant des bonnes opérations, le fait de bien acheter, le fait d'acheter au bon moment, au bon endroit et de soit revendre directement avec une grosse plus-value, soit d'avoir un très gros cash flow. Et ça prend. C'est exactement ce que je suis en train de mettre en place dans la formation immobilier que je finalise, qui sera disponible l'année prochaine. Et je t'apprends tout simplement tout ça. Mais globalement, il faut trouver ta voie. Il faut pas que tu y ailles sans rien savoir, mais il y a un moment, il faudra quand même passer à l'action parce que se former, analyser, apprendre en permanence, c'est bien. Mais si tu passes jamais à l'action, ça sera pas vraiment productif. Il y a que le passage à l'action. Je sais qu'on répète tout le temps ça, mais il y a que le passage à l'action qui va faire que tu vas avoir de gros résultats. L'association va accélérer les choses, mais c'est pareil, il faut vraiment s'associer avec les bonnes personnes parce que autant une association réussie va faire des miracles, autant une association, on va dire mauvaise association, exactement comme un couple, ça peut être très problématique. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses à faire, d'horizons possibles. Fixe-toi des objectifs clairs, apprends, forme-toi, passe à l'action et surtout
crois en toi. Je pense qu'on va terminer le podcast là-dessus, mais vraiment, crois en toi. C'est vraiment la chose, je crois, la plus importante.